Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On va commencer le webinaire. Il va durer à peu près 1 heure. Puis s'en suivra des questions. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi les poser dans le chat et on essaiera d'y répondre autant que possible à l'écrit aussi. Voilà, je vais laisser la main à Valentin pour la petite introduction et puis je reprendrai tout de suite après et puis il continuera. Bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Martin, on va vous présenter les résultats de cette étude. On a pour à peu près 1 heure le temps de balayer un petit peu tous les résultats. Si vous ne voyez pas mon écran ou s'il y a des problèmes techniques, c'est le moment de me faire savoir avant qu'on commence. Pour tout ce qui est question, pareil, vous pourrez tout mettre dans le chat et on y répondra soit au fur et à mesure si c'est jouable, soit de toute façon, on fera un gros temps de questions-réponses à la fin. Donc voilà. Et puis, tu veux que je fasse le contexte, Martin, ou tu t'en charges? Non, c'est bon, je m'en charge. Du coup, je vais présenter toutes les personnes qui sont ici présentes. Donc, il y a Valentin qui est psychologue social, qui s'est occupé de mener l'étude conjointement avec Mathieu Briand, qui est chef de projet sur le projet Données de transition, dont on parlera un peu plus tard, à Open Data France, une association qui travaille sur l'ouverture des données. Et moi-même, Martin Cahen, je suis designer à l'Ecolab, au Commissariat général au développement durable. On a aussi Vincent Itamar qui est ici, qui est data scientist à l'Ecolab sur le projet Ecosphère aussi. Et Juline et Alain qui nous aident pour les côtés techniques et logistiques. Voilà. Pour ce qui est du contexte plus concrètement pour Ecosphère. Donc, si on rentre dans le concret, donc Ecosphère est né parce que à la base, les données du pôle ministériel de la transition écologique sont réparties dans différents catalogues et sont que très peu centralisés. Donc, on compte aujourd'hui une cinquantaine de plateformes ou de systèmes d'information de partage de données et plus de 130 organisations qui gèrent cet ensemble de données. Donc, en résulte une qualité des métadonnées qui est très hétérogène et du coup une découvrabilité qui est de fait complexe de par la multiplicité des plateformes, la multiplicité des schémas, etc. Donc, dans le cadre de ces missions d'ouverture et de diffusion de la donnée, le ministère de la Transition écologique a décidé de travailler et de développer Ecosphère, qui est un guichet d'accès aux données qui sont produites par le pôle ministériel, donc avec pour objectif de faciliter l'accès à un large panel de données environnementales utiles pour accompagner la mise en œuvre des politiques publiques propres à la transition écologique. Et pour ça, Ecosphère, en 5 points, et on reviendra dessus après, à la fin de la présentation, il y aura une petite présentation de Ecosphère telle que ça sera demain d'ailleurs. Donc aujourd'hui, Ecosphère moissonne, donc c'est-à-dire qu'on centralise les métadonnées de différents catalogues, donc aujourd'hui des DDT et des DREAL, et demain, bien plus large, on ira aux opérateurs et aux partenaires. On peut bien sûr rechercher, comme dans un guichet de données classique, rechercher et filtrer sur le catalogue des données, les données qu'on recherche. Et demain, le but, c'est de s'associer à DataGouv, donc de mettre en commun les outils et les données de la plateforme, parce que recréer une plateforme ne nous paraissait pas très pertinent, donc on décide de s'associer à DataGouv pour s'appuyer sur leur back et créer un front à nous qui permettra de bénéficier de l'expertise de DataGouv sur le côté plateforme. On reviendra aussi dessus, bien sûr, sur ces histoires de bouquets de données dont peut-être vous avez entendu parler si vous êtes ici, qui est de proposer des bouquets, de créer et de modifier des bouquets de données qui sont propres du coup à une politique publique. Donc, ce sont des packages de données propres à une politique publique pour faciliter la mise en œuvre de cette politique publique ou le suivi. Et c'est bien sûr de rechercher des bouquets de données qui nous intéressent dans le cadre de votre exercice. Valentin, je te redonne la main pour la suite. Yes. Pardon. Donc, comme l'a expliqué Martin, en fait, la nouvelle fonctionnalité que propose Ecosphère, c'est cette idée de rechercher par bouquet de données avec une hypothèse, si on la pose de manière plus simple, c'est que rechercher les données par cas d'usage ou par politique publique, à voir comment on formule ça, ça simplifie la recherche et l'utilisation des données. Donc, l'idée de cette étude, c'était de vérifier si cette hypothèse fonctionne ou non. À noter que pour répondre à cette hypothèse, il y a un premier point aussi, enfin plusieurs points qu'il faut d'abord définir, en fait, c'est de s'interroger sur les utilisateurs qu'on
aurait potentiellement de ce type de plateforme. Donc déjà voir un petit peu ce qui existe du côté des usages. Donc qui sont les personnes qui s'en servent, des plateformes de recherche de données, de quelle manière ils s'en servent, qu'est-ce qu'ils cherchent et qui sont-ils surtout. Et donc la continuité de cette étude, c'était dans un premier temps de définir qui étaient les publics cibles, leurs usages, de fait de leurs usages, leurs difficultés, et donc de voir si l'hypothèse d'Ecosphère venait répondre ou non à ces difficultés. De plus, le fait d'interroger les difficultés, on va aussi interroger les participants sur les solutions que eux imagineraient pour voir un petit peu s'il y aurait d'autres idées qui émergent, peut-être plus pertinentes que celles d'Ecosphère. L'idée, c'est de passer un peu ce concept sur le grill pour voir si on est dans une bonne orientation du service ou si on est à côté de la cible. Donc si on remet à plat un petit peu les objectifs de l'étude, le premier qui va du coup enchaîner ensuite sur les autres, c'est de catégoriser les utilisateurs et définir leur périmètre d'action. Donc qu'est-ce qu'ils sont en tant que professionnels ou non, quelles données ils cherchent, comment est-ce qu'ils cherchent, pourquoi est-ce qu'ils cherchent de la donnée, et ça on va voir que c'est assez intéressant à voir, les difficultés qu'ils ont dans la recherche et l'utilisation des données, les attentes qu'ils ont en termes de services, et de même manière un petit peu les besoins qu'on peut identifier là-dessus. Ensuite, l'objectif de l'étude, c'est de vérifier cette nouvelle hypothèse. Est-ce que la recherche par les usages s'est adaptée? Est-ce que ça répond à ces difficultés? Et aussi un point qui était intéressant et qu'on va voir en fin de bilan, c'est quels sont les freins à sa mise en place. C'est-à-dire qu'on va demander aussi aux personnes qui ont répondu qu'est-ce qu'elles pensent de cette hypothèse dans sa faisabilité. Est-ce que c'est quelque chose qui est réaliste et quelles difficultés ça sous-tendrait pour le mettre en place? De fait, on va pouvoir cadrer Ecosphère au niveau des fonctionnalités supplémentaires, à savoir que est-ce que cette recherche par les usages suffit ou est-ce qu'il faut ajouter, adosser d'autres fonctionnalités qui pourraient être même plus intéressantes que ce qui est proposé là. Et un quatrième objectif qui est un peu plus diffus mais qui est là quand même, c'est de mettre à profit en fait les conclusions d'une étude qui avait été faite par la DNUM sur le parcours un petit peu des personnes qui recherchent de la donnée. Donc ça, c'est un petit peu plus le cadre dans lequel on a réalisé cette étude de comment est-ce qu'on essaie de matérialiser un petit peu plus concrètement les usages. Et je passe la main à Mathieu pour expliquer un petit peu comment cette étude s'inscrit également dans le programme Données et transitions d'Open Data France. Ouais, merci Valentin. Rapidement, et pour rappeler que Open Data France, donc une association qui vise à fédérer, à accompagner, mais aussi valoriser les acteurs territoriaux aussi bien dans l'ouverture que la mobilisation des données ouvertes. Et finalement, on partageait ce diagnostic, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a vraiment cette logique de l'offre de données qui a encore des difficultés à rencontrer ces usages, naturellement, puisqu'il y a des enjeux forts qui impactent les utilisateurs potentiels de ces données, aussi bien, Martin en a parlé, des enjeux de qualité que des enjeux d'accès à ces données. Donc, pour aider à l'appropriation de ces données environnementales notamment, nous avons amorcé ce programme il y a un peu plus d'un an, Données et Transitions, qui vise justement à non seulement partager des bonnes pratiques, partager et valoriser des cas d'usage, mettre à disposition aussi des outils d'extraction de données quand les données n'existent pas nécessairement dans les territoires, ou aller moissonner des bases de données nationales dans certains cas, et identifier, faire un inventaire finalement de ressources, d'outils et de bases de données qui peuvent aider justement à l'appropriation de toutes ces données. On a pu faire fin 2022, du coup, avec l'équipe d'Ecolab notamment, des premiers ateliers qui ont préfiguré en fait cette étude. On les a adressés notamment auprès de collectivités territoriales. Donc, on a une vingtaine de territoires notamment qu'on a pu mobiliser et aller questionner sur les besoins, les difficultés qu'ils avaient et les cas d'usage qu'ils souhaitaient aussi viser si on leur promettait justement cet accès à cette base de données justement du pôle ministériel. Donc finalement, Ecosphère ici est une réponse d'accès à une donnée territoriale et pour aider justement à l'accompagnement et à la transition des territoires. Et je laisse justement Valentin reprendre la main pour poursuivre et vous présenter plus en détail les résultats de ces études. Yes, merci Mathieu. Alors, déroulé de l'étude, l'idée c'est de vous présenter concrètement la méthode, donc comment est-ce qu'on a conduit cette étude. On a découpé de la manière suivante, on a commencé de manière assez classique sur une revue de l'existant, parce que vous n'êtes peut-être pas sans savoir que c'est un sujet assez riche en termes d'études, donc il y a beaucoup de travaux qui sont réalisés, et donc on ne voulait pas partir de rien, et on a beaucoup regardé ce qui avait été fait sur le sujet. De ce travail-là, on a pu déjà identifier un petit peu mieux comprendre le contexte d'implémentation de Ecosphère et comment est-ce que les usages se dessinaient et les difficultés qui étaient présentes. Et suite à ça, on a donc élaboré et diffusé un questionnaire qui était
questionnaire en ligne qu'on a diffusé assez largement avec des données, une façon de poser les questions assez ouverte, puisqu'en fait, notre enjeu étant de définir la cible et les difficultés, on ne peut pas arriver avec quelque chose de très cadré. Donc on était dans quelque chose de très large, on en reparlera plus tard, parce que ça a donné lieu à beaucoup de codage, etc., puisqu'il a fallu analyser tous ces retours. Suite à ce questionnaire, et pour éprouver un petit peu les conclusions qu'on avait à l'issue de ce travail, on a réalisé 2 ateliers qui nous ont permis en fait d'approfondir les résultats qu'on avait eus avec le questionnaire, donc que ce soit sur les difficultés, sur les solutions, mais aussi sur la proposition de valeur d'écosphère via cette hypothèse de recherche par cas d'usage. Autre point qu'on a travaillé aussi en début d'étude et surtout à la fin, c'est la partie mesure d'impact et aider l'équipe à commencer à construire cette matrice d'impact qui va permettre d'évaluer le dispositif. Et en fait, si je vous dis qu'on l'a constitué au début et à la fin, c'est parce que dans un premier temps, pour évaluer l'impact du dispositif, on a besoin de connaître la cible. Et comme c'était l'un des objectifs de l'étude, c'est quelque chose qu'on a dû un peu concevoir au début, puis aussi réalimenter à la fin sur la base de notre résultat. Sachant que ce point-là, la matrice d'impact, c'est pas quelque chose que je vais présenter aujourd'hui, puisque c'est encore en construction. Mais vous allez voir qu'on a des éléments qui illustrent où on en est et qui sont assez pertinents déjà. Et un dernier point qui, pour nous, était assez intéressant, ce qu'on a appelé les retours critiques, c'est-à-dire que de tous les questionnaires et aussi les ateliers qu'on a pu réaliser, en fait, on a eu des retours de la part des participants sur des questions de « mais comment est-ce que vous voulez faire ça ? Mais ça ne marchera pas parce que… » etc. Et plutôt que de laisser ça un peu à plat et de dire à l'équipe « voilà, les gens se posent ces questions-là, les répondants ont ces interrogations-là », on a décidé de les confronter. Alors c'est un peu violent comme terme, c'est pas vraiment ça qui s'est passé, c'est qu'en fait on a synthétisé tous les retours qui étaient faits en question et on les a soumis à l'équipe pour voir si en fait ils avaient des réponses à ces retours critiques, et on vous les présentera à la fin. Sur la population qu'on a eue, donc c'est à la fois l'équipe projet Écosphère et aussi l'association Open Data France qui se sont chargés du recrutement. Donc on a diffusé principalement à des DDT et des DREAL, aussi sur les réseaux BetaGouv et le Slack de Data for Good, et aussi à tout le réseau Open Data France, avec cet enjeu d'avoir un territoire plus largement représenté, avec des publics qui agissent sur des échelles géographiques différentes, sur des domaines métiers qui sont portés par le ministère, et consommant évidemment des données de nature différente si possible. Sur les résultats en termes de population, donc on visait un panel de 150 personnes sur le questionnaire. On l'a dépassé, mais après analyse et tri des données, on retient 131 répondants. Et sur les ateliers, on a fait un double atelier à Niort qui a réuni 14 participants et un atelier à Lyon qui en a réuni 8. On va passer donc maintenant à la partie des résultats. Alors, ça va être un petit peu descriptif pour cette partie-là, ça va être assez statistique, mais l'idée, c'est de définir un petit peu quels ont été nos répondants, parce que vous allez voir que ça va paramétrer les conclusions qu'on tire de ces résultats. Donc, du fait de la communication qu'on a eue, on a évidemment une forte présence des DREAL et des DDT, avec 27,9% des DREAL et 21% de DDT, et suivent ensuite des administrations centrales, des universités et des collectivités territoriales. Donc ça, c'est principalement du fait de la communication qu'on a eue qui vient expliquer ces résultats. Sur les familles de professions, comme je vous l'ai dit, on est sur un questionnaire qui était avec des questions assez ouvertes, puisqu'on essayait de définir assez précisément la population qu'on a adressée. Donc on a créé des catégories qui peuvent être un peu floues ou un peu étranges, disons. Et on a en fait, on s'est basé sur ce que nous disaient les répondants, à savoir on a créé donc cette catégorie de personnes à la question quel est l'intitulé exact de votre poste au sein de cette structure, on a donc des familles de professions avec des gens qui travaillent dans le SIG. C'est des gens qui se définissent comme SIGistes, animation SIG, géomaticiens. Et donc là, on crée un groupe lié à ça, puisque c'est le premier élément qu'ils mettent en avant. On crée un deuxième groupe ensuite sur la donnée, avec des personnes qui sont plutôt ingénieurs données, data stratégistes, data scientistes, des postes comme ça. On a ensuite des personnes qui sont plutôt dans du pilotage de mission, avec des chargés de mission. Et ensuite des pilotages projet-produit, chef de projet, chef de produit, de manière assez classique. Et ensuite des personnes plutôt dans le monde des études, donc pareil, chargé d'études, etc. Sur les données recherchées, donc les thématiques qui ressortent principalement, c'est l'environnement et le milieu, avec 22,4% des données recherchées, et l'aménagement et l'habitat, qui arrive juste en dessous. Je vais assez vite sur ces éléments-là, parce que vous les aurez de toute façon, et puis il n'y a pas grand-chose à dire de plus là-dessus, si ce n'est qu'on est sur une population qui se dessine un petit peu et qu'on
qu'on résumera juste après. Un point intéressant, c'est sur la fréquence de recherche, puisque ça nous permet d'en apprendre alors ça nous permet de mettre en lumière un point assez important de notre population, c'est qu'on a des gens qui recherchent assez régulièrement, puisqu'en fait la majorité recherche plusieurs fois par mois, puisque 36,6% recherchent plusieurs fois par semaine et 32,1% recherchent plusieurs fois par mois. Et on va voir avec les autres statistiques qu'on a aussi qu'on se dessine vers une population quand même assez experte sur la donnée, ce qui est assez intéressant pour les questions qu'on va leur poser. Sur les modalités de recherche, pareil, on observe quelque chose d'assez intéressant. C'est en fait le fort usage des catalogues en ligne, et ça nous rassure en fait sur l'utilisation de ces plateformes, et ça rassure sur le fait que Ecosphère peut être une bonne solution, parce que l'usage est déjà là sur ces outils-là de recherche par catalogue en ligne, puisqu'on a 43,6% des personnes qui l'utilisent. Ensuite, c'est des moteurs de recherche plus larges, donc Google, Bing, Firefox, etc. Et ensuite, c'est plutôt des recherches internes. Ce qu'on voit, c'est qu'on a une forte partie des personnes qui sont assez actives dans leur recherche, et c'est eux qui vont chercher la donnée. Sur l'usage des données, donc la question qu'on posait aux participants, c'était à quelle fin recherchez-vous de la donnée? Nous, notre objectif, c'était d'arriver à une finalité d'usage et pas forcément à un livrable. C'est-à-dire que quand quelqu'un nous dit c'est pour établir une carte, dans l'idée qu'on souhaitait avoir nous, c'était pas forcément la finalité, c'était quel est l'usage de cette carte, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas réussi à avoir. Et en fait, ça vient mettre en lumière un point qui est assez intéressant pour nous, puisque l'hypothèse d'Ecosphère est de dire que les personnes, la recherche par cas d'usage et ou par politique publique simplifierait la recherche. Et du coup, s'il y avait un usage immédiatement, si le lien était déjà établi à ce moment-là, ça simplifierait l'hypothèse, sauf qu'on voit que là, pour le résultat pour répondre à une politique publique, on est à 9,9%, alors que le résultat majoritaire, qui est la recherche scientifique, arrive à 29,7%. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, on ne peut pas établir de raison directe entre la recherche scientifique et la finalité. On peut se dire que potentiellement la recherche scientifique est faite pour répondre à une politique publique. Et c'est quelque chose qu'on a essayé de faire sur l'analyse des résultats, mais c'était beaucoup trop biaisé d'inférer ce lien, en fait. Alors, je vous montre un verbatim qui explique ça. C'est que, par exemple, on a quelqu'un qui va nous dire qu'il crée un bilan annuel sur son département, sur le logement social. On pourrait se dire que ça, c'est pour répondre à une politique publique. Sauf que si on le décide comme ça, c'est pas vraiment, c'est plutôt biaisé comme résultat, puisque lui, il ne l'a pas mentionné directement, il n'a pas parlé de politique publique directement. Cependant, on pourrait identifier un lien à ce niveau-là. Donc ça, c'est un point assez important, c'est qu'on voit une majorité de recherche scientifique et pas forcément les résultats qu'on attendait sur la partie politique publique. Si on fait un petit bilan sur cette partie statistique, sur notre population, donc on a majoritairement des agents de réal et DDT, on a des personnes qui recherchent des données environnementales et milieux, qui recherchent dans le cadre scientifique et pour réaliser des études, et qui sont plutôt actifs dans la recherche, en recherchant sur les plateformes, et avec une fréquence assez élevée de plusieurs fois par mois, majoritairement. Donc ça, c'est un petit peu le public qu'on a sur cette étude. Maintenant, on a demandé à ces personnes quelles étaient leurs difficultés dans la recherche de données. Donc dans un premier temps, on leur a demandé est-ce qu'ils rencontraient des difficultés à une échelle. Et on voit qu'on a un résultat qui est assez saillant, c'est que personne ne rencontre aucune difficulté. On a une majorité qui est autour de 3,2, donc de personnes qui rencontrent des difficultés uniquement dans la recherche, avec 40,46% qui ont des difficultés juste à ce moment-là de la recherche. Et en deuxième question, on leur demandait est-ce qu'ils rencontrent des difficultés dans l'utilisation de ces données. Et de la même manière, on a aussi une forte partie des personnes qui rencontrent des difficultés dans cette utilisation. Alors ça, c'est des indicateurs qui sont intéressants, mais sans plus, puisqu'en fait, on ne peut pas en faire grand-chose, tant qu'on ne sait pas la difficulté qu'on a derrière. Le gros travail qu'on a eu à faire, c'était de demander ensuite à ces personnes, c'est quoi les difficultés que vous avez. Et que ce soit au travers du questionnaire et des ateliers, on a compilé toutes les difficultés qu'on avait identifiées. On en dénombre 156, alors qu'on a après classé, je ne vais pas vous présenter une liste de 156 difficultés, mais c'est qu'on a 156 points différents qu'on a pu dissocier de difficultés. Et donc notre enjeu, ça a été de les classer. Sur la base de notre vue de l'existant, évidemment, puisqu'on n'est pas parti de rien pour cadrer ces différentes difficultés, et aussi à l'analyse du questionnaire, on a identifié, nous, 6 types de difficultés qui suivent un petit peu le parcours d'utilisation d'un utilisateur sur sa recherche. Ce modèle-là, on l'a conçu avant les ateliers, et en fait, les ateliers ont permis de les prouver. L'idée, ça a été de pouvoir soumettre ça aux personnes qui participaient aux ateliers pour voir si en fait les difficultés qu'eux rencontraient
respecter ce cadre-là. Et à l'issue des ateliers, on n'a pas identifié de type de difficulté supplémentaire. Donc je vais vous les présenter un petit peu plus en détail. Le premier point qu'on identifie en termes de difficulté, c'est ce qu'on a appelé l'acculturation. Et en fait, c'est la difficulté à comprendre et à intégrer les principes des données ouvertes dans les pratiques et processus organisationnels. C'est une phrase un peu compliquée pour dire qu'en fait, on ne sait pas que la donnée peut être utile pour son projet. Donc c'est un manque de connaissances techniques pour utiliser les données. On ne fait pas le lien entre les missions qu'on a et le fait que la donnée ouverte pourrait être utile. Deuxième point, c'est la valeur d'usage. Vous allez voir qu'à chaque fois, c'est des points qui sont un petit peu en lien, mais qui sont des déclinaisons les uns des autres chronologiquement. C'est l'incapacité à définir quelles données pourraient être utiles pour mon projet. Je me dis, la data, ça peut être utile, mais alors quelles données, je ne sais pas. Troisième point, c'est la difficulté à identifier un acteur responsable de la donnée, c'est-à-dire où est-ce que je vais chercher la donnée. Alors, concrètement, quel outil je dois utiliser. Le point suivant, c'est ce qu'on a appelé la découvrabilité. Et cette fois-ci, c'est l'incapacité à trouver facilement les données pertinentes. C'est-à-dire que je sais ce que je veux chercher, mais je ne vais pas trouver la bonne, puisqu'il y en a de toutes sortes qui sont présentes dans différents catalogues, et j'ai du mal à la trouver. Le cinquième point, c'est la mauvaise qualité de la documentation des métadonnées, de la standardisation des données, qui fait que j'ai trouvé ce que je cherchais, mais en fait, la donnée n'est pas assez qualitative pour l'utilisation que je vais en avoir, et j'ai du mal à m'en servir. Et le sixième point, c'est ce qu'on a appelé la réplicabilité, c'est la difficulté à reproduire les analyses et les travaux basés sur des données ouvertes. C'est un petit peu la trace que je laisse aux personnes qui pourraient utiliser les données que j'ai utilisées, c'est comment est-ce que je pourrais faire pour reprendre un travail qui a déjà été fait. Donc si je résume un petit peu ces difficultés-là dans le processus, comme on l'a conçu. Premier point, comment est-ce que je fais pour comprendre que la donnée peut être utile pour mon projet? Deuxième point, savoir quelles données je dois chercher pour mener à bien mon étude ou mon projet. Troisième point, savoir quelles données savoir où chercher les données dont j'ai besoin. Quatrième point, la découvrabilité, c'est trouver les bonnes données. Cinquième, être sûr que les données utilisées sont fiables. Et sixième, rendre mon utilisation des données utiles à d'autres. C'est comment est-ce que je peux passer la main sur ce que je viens de faire. Donc ça, c'est le modèle qu'on a pu constituer sur la base de l'analyse des difficultés qu'on a eues. Et ensuite, sur ces catégories qu'on a pu créer, on est venu coder chacun des verbatims qu'on a eu pour avoir une analyse quanti des pourcentages et de quelles difficultés les gens avaient le plus. Et donc on voit que les principales difficultés qu'on a, c'est sur la découvrabilité, comme le disait Martin sur l'introduction, donc c'est trouver les bonnes données. Deuxième point qui arrive juste après, c'est la qualité des données, être sûr que les données utilisées sont fiables. Et le troisième, c'est comprendre que la donnée peut être utile pour mon projet. Pardon. Pour vous expliquer un petit peu comment on a codé, donc on a utilisé une méthode qui s'appelle la fidélité interjuge, c'est-à-dire qu'en fait on a plein de questions ouvertes, et en fait on va coder plusieurs personnes vont réaliser le codage pour être sûr de tous interpréter la bonne chose. Comme ça on est sûr que ce ne soit pas biaisé par l'interprétation unique d'une personne. Donc si je vous montre un petit peu comment ça marche, si on a un verbatim qui nous dit « Le souci principal que l'on rencontre est la recherche d'arrêtés préfectoraux ou de délibération de collectivités contenant de l'information géographique », nous, la difficulté qu'on va identifier là-dessus, c'est trouver les bonnes données. La personne, ce qu'elle n'arrive pas à faire, c'est trouver des arrêtés préfectoraux ou des délibs. Autre point, c'est qu'on a parfois des difficultés parce qu'on a remis à plat toutes les questions, c'est-à-dire on n'a pas forcément analysé, c'est pas forcément dans la question quelles sont les difficultés qu'on va prendre juste la partie difficulté. S'il y a une solution dans la phrase de la personne, on va la prendre pour la partie solution. Je m'explique avec un exemple. On a une personne qui nous dit « Arrêter le foisonnement des plateformes de diffusion ou les obliger au moissonnage par une unique plateforme nationale ». Il y a deux informations. Il y a la difficulté qu'elle a, donc savoir où chercher les données dont j'ai besoin, et elle propose une solution. Donc, ce qu'elle dit, c'est qu'elle aimerait un guichet unique et moissonné par une plateforme nationale. L'idée, c'est de tirer au maximum des informations de tout ce qui nous a été dit. Et donc, si on rentre un peu plus dans le détail, sur l'acculturation, comme je vous l'ai dit, c'est comprendre que la donnée peut être utile pour mon projet. On a des verbatims du type « ça reste une affaire de spécialiste, un peu de vulgarisation vidéo serait utile ». C'est pas toujours clair selon les domaines pour les néophytes. Donc on voit qu'on a des personnes qui ont des difficultés sur monter à bord de ce nouveau sujet, entre guillemets, qu'est la donnée. Autre point, la valeur d'usage, donc qui est la partie avec le plus faible taux de réponse. Donc c'est savoir quelle donnée peut être utile pour mon projet.
On explique en partie ce faible résultat, parce qu'on a quand même des éléments dessus, mais c'est plutôt faible, par l'expertise forte des répondants qu'on a eu en matière d'utilisation de la donnée ouverte, comme on l'a vu tout à l'heure, sur la définition de la population. On a des gens qui recherchent beaucoup de données et qui sont des professionnels de ce sujet-là. Et donc, c'est leur métier de savoir quelles données utiliser pour quel sujet. Donc, en termes de verbatim, c'est comment faire la différence entre une vraie donnée et une mesure, exemple de la qualité de l'air. Donc ça, c'était en atelier, quelqu'un qui nous expliquait que la qualité de l'air, ça peut être l'accumulation de plusieurs mesures, et on va créer une mesure supplémentaire. Donc ça, c'est des éléments qui ne sont pas forcément connus par les personnes qui utilisent les plateformes de données. Troisième point, la gouvernance. Donc savoir où chercher les données dont j'ai besoin, avec 7%. Avec le verbatim exemple, c'est un seul portail, c'est utopique, mais si par exemple on pouvait tout retrouver sur le géoportail, là on est obligé de consulter diverses sources et de les croiser. C'est un problème qu'on a souvent vu. Donc la découvrabilité, la difficulté qui obtient le plus fort taux, donc avec le fait de trouver la bonne donnée et la difficulté à faire ça, avec par exemple un verbatim qui dit accéder à la donnée demandée dans la forme et données attributaires souhaitées, c'est pas évident. Sur DataGouv, avec un résultat, avec un mot-clé, pardon, on a des résultats qui sont très nombreux et pas toujours pertinents. Des filtres plus précis, ça pourrait aider la recherche. Autre point, la qualité des données, avec la difficulté à utiliser la donnée, puisqu'on va trouver quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'on attendait, avec des verbatims du type l'absence de métadonnées, donc impossible d'utiliser certains jeux de données si on n'a pas la même date, par exemple. C'est des exemples de difficultés. Elles ne sont pas écrites et décrites toujours de la même façon, il manque un standard sur les métadonnées. Dernier point, la réplicabilité, avec 7% de difficultés. Donc c'est comment rendre mon utilisation de la donnée utile aux autres, avec un type de verbatim qui est s'harmoniser avec les travaux dans le monde de la recherche, qui a les mêmes difficultés depuis bien plus longtemps et qui a mis en place des stratégies ces dernières années pour rendre les données ou les collections plus faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables. Si on se pose du coup juste sur les difficultés qui sont rencontrées, on voit, comme on l'a dit, que la principale c'est trouver la bonne donnée, la deuxième c'est trouver de la donnée fiable, et la troisième c'est comprendre que la donnée peut être utile à ce que je suis en train de faire. Un rappel avant d'évoquer les solutions qui sont proposées par les répondants, c'est un petit rappel sur les fonctionnalités qui sont proposées par Ecosphère, puisque l'idée de cette partie sur les solutions que les répondants pouvaient imaginer, c'était de voir si des idées type Ecosphère ressortaient ou si des idées plus adaptées qu'Ecosphère ressortaient. Comme vous l'a dit Martin au début, les principales fonctionnalités d'Ecosphère, c'est donc de moissonner les métadonnées en les centralisant, et de les centraliser de fait, de rechercher et filtrer, donc proposer un mode de recherche des données environnementales, ça de manière un petit peu classique, disons, de créer et de modifier des bouquets, de s'associer à DataGouv, et en fait de rechercher des bouquets avec cette idée principale de recherche par cas d'usage qui permet de simplifier la recherche. Ça, c'est la proposition d'Ecosphère. Maintenant, on va se concentrer sur les solutions que les répondants ont proposées. On a eu, en tout, on a dénombré 205 propositions de solutions, à la fois avec les ateliers et les questionnaires. Et donc, de la même façon, on les a codées et regroupées via des grandes idées, puisqu'elles n'ont pas toutes la même façon d'être présentées. Alors, certaines ont des noms farfelus, donc on les a un petit peu uniformisées. Et on a gardé, en fait, l'idée principale de chacune pour en créer des spécifiques. Celle qui obtient le plus de résultats, enfin le type de solution qui est le plus plébiscité, et c'est comment dire, c'est de notre temps, disons, c'est cette idée de recherche augmentée, en fait, avec une simplification de la recherche qui passerait par un moteur de recherche augmenté qui fonctionnerait principalement avec une intelligence artificielle qui comprend le langage naturel, donc avec cette idée un moteur de recherche dans lequel on peut taper « je cherche de la donnée de tel type ». Et en fait, il va nous simplifier le travail. Je vous donne des exemples de verbatim qui illustrent ça. Donc, avoir un moteur de recherche à la Google, rechercher sur des mots-clés, les thématiques, les producteurs et le titre, un bon moteur de recherche avec l'exemple de ChatGPT. L'objectif de cette solution, donc, c'est de proposer des résultats plus pertinents et plus adaptés à leurs besoins, avec une faisabilité qui est plutôt complexe, puisqu'en fait, ça nécessite de développer potentiellement une intelligence artificielle dédiée. Et ça ne résout pas un autre problème qui est que, en fait, même malgré toute intelligence artificielle performante qu'on ait, ça nécessite une qualité des métadonnées très élevée, puisqu'en fait, il faudra quand même pouvoir rechercher des jeux de données spécifiques. Deuxième point, et qui est assez intéressant sur la proposition de valeur d'Ecosphère, on le verra juste après,
c'est cette idée de communauté, alors qui est passée par plusieurs rôles selon les participants. Et c'est l'idée de se faire aider par un tiers. Donc le plus souvent par un expert de son sujet. Et c'est en fait c'est cette idée d'être aidé, alors soit par une personne, soit par plusieurs, avec en atelier un groupe qui avait creusé cette solution qui s'appelait le steward, donc qui est une personne qui connaît le catalogue, qui connaît l'utilisation des données, leur réutilisation et qui peut orienter et conseiller les utilisateurs. Il accompagne et coach les producteurs pour la mise en œuvre de bonnes pratiques, spécifications, documentation et standards. L'idée, c'est de se dire que tous les problèmes qu'on a, on va les absorber avec une personne qui est dédiée. Le risque que les répondants identifiaient avec cette solution, c'est un risque de friction entre les utilisateurs et les membres de la communauté, enfin, ou les stewards, savoir comment on appelle ça, dans les relations qu'ils pouvaient avoir, puisqu'ils pouvaient être vus comme des donneurs d'ordre et ça pouvait conduire à des problèmes dans leurs échanges. Dans les exemples de solutions autres que celle du steward, on a avoir un responsable national qui recueille les problèmes, les partage sur Internet et les réseaux. Avoir du réseau ou de l'accompagnement. Donc c'est cette idée de se faire aider par d'autres personnes et de mettre en commun un petit peu les ressources. Autre proposition de solution qui est beaucoup revenue et qui est un peu en lien avec la recherche augmentée puisque ça vise à résoudre le problème de il y a plein d'endroits où chercher, ne cherchons qu'un seul endroit. C'est les types de solutions guichet unique avec très souvent DataGouv qui est ciblé comme plateforme d'atterrissage de ce guichet puisque c'est l'outil le plus connu. L'objectif derrière ça, c'est principalement d'éviter l'utilisation de différents outils et de réduire la dimension chronophage de la recherche à chercher dans différents outils. La faisabilité, elle reste complexe également, parce qu'en fait, on a les mêmes difficultés sur les métadonnées. Et dans les exemples de solutions, c'est assez évident, mais c'est une seule et même plateforme qui propose toutes les données, exemple de DataGouv, etc. Juste sur ce point du guichet unique, oui, c'est vraiment ça peut paraître un peu, c'est un peu, comment dire, c'est un peu facile, j'ai plein d'endroits où chercher, et si je cherchais qu'un seul endroit, c'est un peu ça la réflexion qui est derrière. Un point qui nous intéresse du coup pour le cas d'Ecosphère, et c'est la recherche par cas d'usage, qui obtient 11,6%, sachant que, je répète que là, sur les solutions que je liste ici, c'était pas forcément par rapport à Ecosphère que les gens exprimaient ce type de solution. C'est nous qui, en analysant ce qu'ils nous proposaient comme type de solution, rattachons ça à Ecosphère. Donc l'idée est un peu la même que celle d'Ecosphère. En fait, c'est de créer du lien entre les données utilisées pour un même usage. Et donc, c'est de se dire, par exemple, faciliter l'exploration des données par thématique ou politique publique. Donc, cette idée de thématique rejoint celle du cas d'usage. De la même manière, on a le suivi d'une politique publique peut s'effectuer par l'analyse d'indicateurs clés et donc d'être aidé, de standardiser un petit peu cette évaluation. Autre point, un moteur de recherche basé sur les objectifs de notre action, projet, etc. L'idée, c'est un peu d'avoir un traducteur entre moi, je cherche à faire ça, et en fait, on me dit directement les données que je dois utiliser. Les liens avec la notion de communauté et de valorisation que je ne présente pas ici, mais qui sont disponibles dans le rapport complet, ainsi que je présente juste après, pardon, sont assez fortes, puisqu'en fait, on a cette idée de construire ensemble ces cas d'usage et aussi de permettre à d'autres de s'en servir. La valorisation, donc, qui est un peu en lien aussi comme type de solution, et qui est assez proche. Pour bien la comprendre, l'idée est principalement de partager son résultat, c'est-à-dire que de dire moi j'ai fait ça avec ça, mais pas forcément de standardiser. Ça ne veut pas dire qu'on va produire un protocole à la fin qui est réplicable, mais c'est plus de donner à voir ce qu'on a fait, et on est plus dans un objectif de communication. C'est plus on voit dans les exemples, publier des illustrations de réutilisation de la donnée, c'est-à-dire moi j'ai fait ça, et ça va pas être une recette de cuisine à respecter et à reproduire. C'est plus de voir un petit peu comment les autres travaillent. Et c'est plus dans une logique, comme je le dis, de transparence. Et donc oui, la faisabilité, c'est plutôt facile dans le sens où on a juste à partager, entre guillemets, ce qu'on a fait. Mais ça peut nécessiter évidemment de la modération, parce que je peux partager ce que j'ai fait et je peux avoir fait quelque chose qui est complètement inutile. Donc il y a quand même cet enjeu-là. Autre point qui est beaucoup revenu, c'est l'indice de qualité et qui est déjà présent sur DataGouv. Et ça vient beaucoup répondre aux difficultés de qualité de la métadonnée, c'est qu'on puisse la noter en fait. Qu'on puisse noter les jeux de données ou les métadonnées en disant voilà, ça c'est plutôt pas très fiable, ça c'est plutôt fiable.
le risque qu'on identifie là, que ce soit par une communauté ou un expert, c'est de remettre un peu cette responsabilité, soit alors que la validité de la note déjà, et puis la responsabilité sur qui va noter. Et puis il y a aussi une autre difficulté, c'est la note par rapport à quel usage en fait. Un jeu de données peut être pas du tout pertinent pour une utilisation et très pertinent pour une autre. Et là, des exemples de solutions, c'est des choses qui existent déjà, avec cette idée d'attribuer des indicateurs de qualité, d'actualisation du nombre d'utilisateurs, etc. Si on essaie de faire le même exercice qu'on a fait sur les difficultés, c'est-à-dire qu'on catégorise les solutions par rapport à la difficulté qu'elles sont censées adresser, on voit que c'est la gouvernance qui regroupe le plus de solutions, avec 27% de solutions de cet ordre-là, et en fait ça s'explique principalement par des propositions sur des guichets uniques. Et autre point après qui est aussi très représenté, c'est la découvrabilité, puisqu'en fait on a cette idée de recherche augmentée qui vient simplifier cet accès-là. Si la gouvernance aussi obtient ce fort taux de réponse, c'est principalement parce qu'en fait c'est l'une des solutions les plus simples quand on vous demande qu'est-ce qu'il faudrait faire, de dire on ne fait qu'un truc qui fait tout. En fait du coup ça vient simplifier l'idée de la solution. Donc toutes ces solutions elles sont assez intéressantes à voir et elles font parfois écho à ce que propose Ecosphère, mais l'idée aussi de cette étude, c'était de voir un peu ce que valait la proposition de l'hypothèse d'Ecosphère, et donc de la positionner par rapport aux difficultés qui ont été identifiées. Donc, on l'a vu, les difficultés qu'on a pu identifier sont au nombre de 6, et sont représentées comme ceci-là, avec principalement des difficultés sur la découvrabilité et sur la qualité des données. Et l'idée, c'est de se dire, est-ce que Ecosphère vient répondre ? Si on applique dans la façon dont c'est expliqué aujourd'hui, quasiment toutes les difficultés sont adressées. Dans l'idée, la recherche par bouquet, donc proposer des données regroupées par cas d'usage, ça vient adresser l'acculturation, puisqu'en fait, ça va créer un pont entre le projet et l'usage des données, puisqu'on va comprendre quelle donnée peut être utile à mon projet, et que même les données ouvertes peuvent être utiles à mon projet, dans le fait qu'on va parler un autre langage avec l'utilisateur. Ça vient aussi simplifier la valeur d'usage, puisqu'en fait, on va directement identifier quelles données on va devoir utiliser pour mener à bien son projet. Et dernier point, ça vient aussi adresser la découvrabilité, puisqu'on va pouvoir trouver les bonnes données, puisqu'elles sont regroupées par bouquet, et qu'on les aura directement. Le fait de moissonner, donc de centraliser plusieurs jeux de données, ça vient adresser la gouvernance, puisqu'en fait, on va savoir où chercher les données, puisqu'elles seront toutes accessibles au même endroit. Et ça vient aussi adresser la découvrabilité, puisqu'on va trouver les bonnes données. L'association à DataGouv, alors, entre autres, mais l'exemple un petit peu par rapport aux difficultés qu'on avait identifiées sur la qualité des données, c'est de pouvoir avoir un indicateur de fiabilité, en fait, puisqu'on pourrait se baser là-dessus. Et la création et la modification des bouquets, pareil, ça va adresser la qualité des données, puisqu'on aura une communauté qui va travailler à construire des jeux de données qui soient valides et conformes à l'utilisation qu'on va avoir. Et de la même manière, ça adresse la réplicabilité, puisqu'en fait, on va arriver sur une plateforme où il y aura déjà des personnes qui, dans l'objectif, ont réalisé des études avec des jeux de données définis. Mais ça, une fois de plus, c'est ce qu'on peut identifier comme ça à plat, et c'est aussi l'enjeu qu'aura la partie mesure d'impact quand l'outil sera complètement en ligne et disponible. En fait, c'est d'évaluer si ces difficultés, on arrive à les réduire ou pas. C'est en partie ça que viendra montrer la mesure d'impact et l'évaluation du dispositif, c'est est-ce qu'on arrive à adresser un petit peu tous ces problèmes que les utilisateurs ont. Sur l'avis sur l'hypothèse, donc, je rappelle, on explique la recherche par cas d'usage et on va demander aux répondants qu'est-ce qu'ils en pensent. Sur la question qui était posée de cette façon-là, c'est que pensez-vous d'une telle hypothèse? On a des personnes qui sont majoritairement plutôt favorables. Alors, en général, on se méfie de ce genre de réponse, puisque la désirabilité sociale vient nous montrer que en fait, c'est un peu biaisé de demander ça à quelqu'un, parce qu'il va souvent vouloir nous plaire et être raccord avec nous, donc nous dire qu'on a une super idée. Donc c'est un taux qui est intéressant, mais qui peut être discutable. Suite à cette question, en fait, sur que pensez-vous de l'hypothèse, on va poser plutôt des questions, donc des questions ouvertes, et on va noter sur
les inconvénients et les avantages que les personnes vont voir sur cette hypothèse, ou aussi sur comment est-ce qu'elle pourrait s'en servir. On a récupéré 212 retours de personnes qui nous posent des questions et qui s'interrogent sur la faisabilité d'une telle hypothèse. Tous ces retours, on les a catégorisés une fois de plus en différentes questions, que je ne vais pas toutes vous présenter là, mais qui sont disponibles dans l'étude complète, et qu'en fait on a soumises à l'équipe, donc qui sont la partie retour critique dont je vous parlais au début. Et dans les questions qu'on a, donc on a par exemple la première, celle qui a obtenu le plus de retours, c'est comment est-ce qu'on est sûr de récupérer toutes les données utiles? On va créer un bouquet de données, mais comment est-ce qu'on est sûr que ce bouquet-là permet de mesurer ça? Autre point, c'est comment est-ce qu'on fait le lien entre politique publique et données. Et donc on est vraiment dans des questions de faisabilité de l'hypothèse qu'on va proposer. Et donc, suite à un entretien avec les membres de l'équipe, on va pouvoir répondre en fait à ces questions et voir s'il y avait des hypothèses ou des problématiques qu'on n'avait pas identifiées. Sur le premier point, comment être sûr de récupérer toutes les données utiles dans un bouquet, la réponse, c'est que les premiers bouquets vont être créés par des experts des cas d'usage identifiés et que en fait, la communauté va être là pour valider ou non les données qui ont été retenues pour un bouquet. C'est quelque chose qui va être en fait vivant et qui pourrait être noté et évoluer en fonction des retours. Deuxième point, comment est-ce qu'on fait le lien entre politique publique et données? En effet, c'est pas simple, c'est pas forcément quelque chose qui peut être évident. Et pour ça, l'équipe compte se baser donc sur des experts en politique publique ou sur des études qui ont déjà été réalisées. Il y a aussi cette idée de se baser beaucoup sur des choses qui ont déjà été faites. Une inquiétude aussi qui était présente sur la recherche en fait par politique publique ou par cas d'usage, c'était en fait est-ce qu'il va falloir utiliser des mots-clés précis pour rechercher la donnée? Et en fait, cette idée, c'est de dire, non, on va plutôt parler de cas d'usage, et de toute façon, ça sera illustré d'une manière assez claire. Et en fait, l'idée, c'est pas d'avoir quelque chose de très compliqué, mais plutôt une base de... Alors, on a mis un chiffre un petit peu comme ça, mais c'est pour expliquer que ce sera quelque chose d'assez défini, en fait, et qu'il n'y aura pas des milliers de cas d'usage possibles. On est autour de 200 bouquets maximum, et qu'en fait, ce sera quelque chose de bien plus lisible que ce qu'on peut imaginer. Autre point qui est peut-être lié aussi à l'expertise de nos répondants, c'est est-ce que ce sera plus simple pour les utilisateurs en dehors des administrations qui ne connaissent pas les politiques publiques? Savoir si moi je suis expert de la donnée, est-ce que je vais m'y retrouver dans cette plateforme? Alors sur la partie cas d'usage, l'idée c'est d'avoir un langage qui soit assez simple, donc comme on l'a vu dans l'exemple, c'est mettre en place une trame de fraîcheur par exemple. Et donc le langage ne sera pas vraiment politique au sens complexe du terme qu'il peut y avoir. Et autre point qui vise à rassurer, c'est de se dire, comme on l'expliquait au début, c'est qu'il y aura toujours une base de données classique avec un mode de recherche classique, et qu'on pourra rechercher de manière complètement habituelle les données. Cette entrée par cas d'usage n'est qu'une entrée parmi d'autres. Autre point qui est encore en lien avec l'expertise de notre public, c'est est-ce que ça ne va pas limiter la recherche ou la création d'indices basés sur plusieurs bases, à savoir est-ce qu'on va pouvoir continuer à rajouter des données pour évaluer des choses, etc. Donc, une fois de plus, l'idée, c'est de dire l'entrée par données ne disparaît pas, c'est toujours possible de rechercher des données, et qu'un bouquet n'est jamais fini. Et ça, c'est un point qui est assez important, c'est de se dire qu'un bouquet peut être alimenté et évoluer en fonction du temps, selon les personnes qui viennent travailler dessus. Et ensuite, il y a un point aussi qui est comment maintenir à jour les jeux de données et le nom des politiques publiques. De même, c'est la communauté qui s'en charge dans l'idée. Et puis après, pour l'apparition de politiques publiques, l'idée à terme, ce serait de se baser, en fait, de travailler directement avec les personnes qui les établissent. Et ça, c'est dans quelque chose d'un petit peu plus futur. Je vous propose de passer les questions là et plutôt en parler à la fin et que je finisse avec juste les retours un peu critiques sur nous, ce qu'on a pu voir sur l'étude. À noter que sur cette partie, donc retour critique, le bilan qu'on peut en faire, c'est que l'équipe n'a jamais pas eu la réponse à une des questions qu'on avait pu identifier. Donc ça, c'est plutôt rassurant, c'est qu'on n'a pas identifié de points critiques qui n'étaient pas adressés par le dispositif. En revanche, on va noter des points un petit peu d'attention qu'il faudra avoir, ce qu'on appelait des points de vigilance sur la conception de l'outil comme elle est vue actuellement. Premier point qu'on a pu noter, c'est ce qu'on a appelé l'importance de la communauté. Et en fait, c'est de se méfier de concevoir la valeur ajoutée de la plateforme qui est principalement basée sur les apports de sa communauté. Si on fait une liste un peu à plat et qui n'est pas vraiment réelle, puisque tous les utilisateurs ne feront pas tout,
Mais si on essaie juste de représenter ça, dans la version qui est actuellement proposée d'Ecosphère, un utilisateur, il peut chercher et utiliser un bouquet, il peut les créer, il peut créer différents types de bouquets, il peut les documenter, il peut les modifier, il peut les noter. Le point de vigilance qu'on relève là, c'est que ces actions elles sont nombreuses. Et elles augmentent déjà la complexité de création de l'outil, c'est-à-dire qu'il faut faire un outil qui peut permettre de faire beaucoup de choses, mais également sa dépendance à la communauté. Et ça, c'est important, faut pas se dire que c'est les autres qui vont tout faire et que en fait ça fonctionnera puisqu'ils ont la capacité de le faire. C'est pas parce qu'ils peuvent le faire qu'ils le font. Et donc notre recommandation dans un premier temps, c'est de se concentrer sur produire des bouquets avec des experts, donc c'est ce que fait déjà l'équipe, hein. Mais c'est de proposer déjà un niveau de service avec des bouquets qui sont conçus, et en fait ensuite de déployer une logique communautaire dans un second temps avec modifier, éditer, etc. Mais d'abord d'avoir déjà une proposition de valeur avec des bouquets déjà définis. Et ça permettra également en fait d'éprouver la création de bouquets un peu plus en interne avant d'imaginer une interface utilisateur de création de bouquets, puisqu'on aura vu en fait les freins qu'on va avoir, les difficultés qu'on peut avoir quand on va créer les bouquets. Autre point, et ça c'est un peu un retour critique sur l'étude, c'est que le public qu'on a eu est plutôt expert. On est plutôt sur des producteurs de la donnée ou des utilisateurs assez aguerris. Et ce qu'on voit d'Ecosphère, la proposition de valeur, elle est plutôt centrée sur un public de consommateurs de données et de personnes qui ne savent pas forcément l'utilisation qu'on peut avoir. Et ça, c'est le point de vigilance qu'on met également, c'est que pour la suite du travail, il va plutôt falloir travailler avec des personnes qui sont consommatrices et qui sont peut-être moins acculturées avec ça. Donc pas pour concevoir les jeux de données, mais pour tester le dispositif en fait. Puisqu'en fait la proposition de valeur leur sera plus adressée à eux, puisqu'on va simplifier justement les difficultés plutôt concentrées sur eux de quelles données je dois utiliser pour faire mon projet. Et troisième point de vigilance, mais ça c'est quelque chose que je peux passer assez rapidement parce que c'est une idée qui est encore en discussion dans l'équipe, et c'est cette idée de créer des bouquets orientés qui seraient pour comprendre, analyser, suivre, etc. des politiques publiques ou des cas d'usage. Et nous, on avait un petit point d'attention de dire arriver à illustrer les différences qu'on peut mettre entre des cas d'usage peut être difficile, aussi bien dans la conception que même après, juste d'un point de vue interface. C'est quelque chose qu'il faut un petit peu prendre avec des pincettes. Si on fait une conclusion globale à tout ce que je viens de présenter, donc cette étude nous a permis d'identifier une partie du public cible qui utilisait les plateformes data, les usages, principalement les difficultés, avec cette matrice qu'on propose de 6 difficultés qui se suivent un peu de manière chronologique. On a pu voir aussi que les fonctionnalités qu'on a appelées théoriques, parce qu'en fait les personnes ne les ont pas éprouvées, c'est que d'Ecosphère, sur le papier, ça vient répondre à certaines de ces difficultés, et qu'en fait maintenant, de ce travail-là, on voit qu'on va sur la bonne voie, mais maintenant ce qu'il faut, c'est tester le service et le mettre à l'épreuve, et d'évaluer plutôt une acceptabilité pratique, donc en gros de l'utilisation, et comment est-ce que les gens vont pouvoir s'en servir. Et donc cette évaluation, elle pourra se faire au travers de tests, de maquettes interactives, mais également d'entretiens approfondis, mais ça c'est des choses que l'équipe est déjà en train de faire, pour en fait aller dans quelque chose de plus concret sur le dispositif. Ça, on peut passer, et on peut faire soit un temps de questions, soit Martin passer à la démo. Je ne sais pas comment tu veux qu'on fasse ça. Hop, alors j'ai répondu à pas mal de questions dans le chat, donc je pense que je suis plutôt à jour sur les questions, donc je peux faire un temps de démo. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux me libérer le partage d'écran, comme ça je présente. Et si vous voulez continuer à poser des questions dans le chat, j'y répondrai du coup après la démo. Ou si Vincent, tu veux, ou si quelqu'un de l'équipe Ecosphère veut regarder mon chat, mais sinon je le ferai après. Alors. Tac. Hop, alors normalement vous voyez mon écran. Donc voilà, donc là c'est Ecosphère dans sa nouvelle version telle qu'on est en train de le concevoir. Alors bien sûr, il n'y a rien qui est figé pour le moment. On est vraiment dans une logique de co-création avec les différentes parties prenantes qui graviteront autour d'Ecosphère,
comme je l'ai dit dans le chat à Loïc, autant au niveau des producteurs de bouquets que des éditeurs de bouquets, que juste des utilisateurs de données ou des producteurs de données ou des utilisateurs de bouquets. Donc l'idée d'Ecosphere, c'est pas de perdre cette histoire de plateforme de données. Donc on aura toujours les mêmes entrées par territoire, thématique et organisation. Et nous, on vient ajouter l'entrée par cas d'usage, qui est un peu la nouveauté qu'on vient. On entre dans les données par les usages et donc plus par des mots-clés. Donc, qu'est-ce qu'on entend par cas d'usage? C'est, on aura des cas d'usage liés au plan climat, air, énergie, territoire. On aura des cas d'usage liés à la pollution de l'eau, aux îlots de chaleur, au contrôle au suivi de la directive nitrate, etc. Si je prends le bouquet, par exemple, des îlots de chaleur, c'est un bouquet qui sera propre à une zone géographique et qui sera propre à ce bouquet-là spécifiquement. Donc, comme a dit Valentin, ça c'est quelque chose qui n'est pas encore totalement cadré au sein de l'équipe et plus largement avec nos parties prenantes. C'est le bouquet là des îlots de chaleur, il sera pour faire le diagnostic des îlots de chaleur. Et est-ce qu'on va faire des bouquets complémentaires pour, par exemple, suivre l'évolution d'un îlot de chaleur, comprendre ce que c'est un îlot de chaleur, etc. Donc là, par exemple, pour le diagnostic de l'îlot de chaleur, on a une proposition de valeur du bouquet. Donc, qu'est-ce que ce bouquet? Et bien sûr, on l'ancre dans une zone géographique. Alors là, on a choisi la Drôme. On sait comment utiliser ce bouquet de données, donc via un lien, via une redirection vers un README sur GitHub. Et on a la réglementation en vigueur qui est relative à la mise en place de trames de fraîcheur et la lutte contre les îlots de chaleur urbains. Donc, par exemple, on a des réglementations sur la nature en ville, sur la résilience et les transitions et sur l'adaptation au changement climatique. Et puis, on a l'ensemble des données utilisées dans le cadre d'un diagnostic des îlots de chaleur urbains. Donc, alors là encore, c'est des données que nous, on a récupérées, donc qui sont vouées à être modifiées, parce que nous, on n'est pas des experts métiers, on est l'équipe Ecosphère, et donc oui, on va lancer les premiers bouquets, on va lancer la méthodologie, mais après l'idée c'est que les directions métiers s'en saisissent, parce que bien sûr on n'est pas sachant sur les données utilisées dans le cadre des îlots de chaleur. Donc ça, c'est l'ensemble des données liées à un diagnostic îlot de chaleur urbain. Et du coup, j'ai à chaque fois pourquoi cette donnée est utilisée et qu'est-ce que cette donnée. Donc par exemple, sur la thermographie, on me dit que c'est des images satellitaires qui permettent d'observer les gradations de température. Donc peut-être que certains d'ailleurs diront qu'on n'a pas besoin de thermographie pour faire les îlots de chaleur. Mais ça, à la limite, du coup, cette personne pourra cliquer sur modifier le bouquet, qui lui permettra, si elle est éditrice, de modifier directement le bouquet et du coup de modifier les données sans forcément de validation de par le créateur de bouquet. Et si cette personne est seulement un utilisateur sans compte, elle pourra proposer une modification via un formulaire de commentaires. Donc voilà pour la partie cas d'usage. Donc je peux vous montrer un autre cas d'usage. Donc qui est similaire, hein, mais sur la pollution de l'eau. Donc c'est pour suivre l'évolution de la pollution de l'eau. Donc pareil, on s'ancre dans une zone géographique, les Hauts-de-France, et c'est ce bouquet qui permet de suivre la pollution de l'eau. Les conséquences de la pollution de l'eau des milieux aquatiques sont multiples, etc. etc. La réglementation, c'est la directive cadre sur l'eau, la pollution en nitrate, et un décret sur les masses d'eau. Et puis là, j'ai l'ensemble de mes données relatives au suivi de la pollution de l'eau. Et pareil, je peux modifier le bouquet et savoir pourquoi, ça c'est faux, c'est pas grave, pourquoi ces données sont dans le bouquet. Parce que c'est bien beau d'avoir tout ce package de données, mais en fait, si j'ai des liens vers 50 données différentes, c'est pas pour autant que je vais savoir pourquoi et comment utiliser cette donnée. C'est pour ça qu'à chaque fois, la donnée est documentée et il y a une documentation globale sur l'utilisation du bouquet. Donc, c'est un bouquet de données, c'est à utiliser en duo, on pourrait dire ça, on pourrait dire un chef de projet métier et quelqu'un qui est plutôt côté SIG ou côté data, qui pourrait accompagner dans l'utilisation de ce bouquet. Voilà pour la partie bouquet. Alors, je vais revenir sur ça. Et du coup, alors je vais regarder si vous avez des questions. Parce que je vois pas le chat en même temps. Non.
pas de questions jusque maintenant. Et du coup, pour la suite, nous, on est conscient qu'il y aura des utilisateurs potentiels d'Ecosphere parmi vous. Et du coup, on aimerait savoir si vous seriez d'accord pour tester le produit Ecosphere sur différents cas d'usage. Alors, Loïc, j'ai bien entendu votre demande sur un cas concernant le suivi des ENR, il me semble, mais je suis pas sûr. Suivi des déploiements ENR, mais je suis pas sûr. Alors, pour tester Ecosphere, il faudra s'inscrire sur le lien que je suis en train de mettre dans le chat. Et ensuite, pour avoir l'ensemble des documents qu'on a présentés, plus des résumés de ce qu'on a présenté, on a tout publié bien comme il faut, en remplissant bien les métadonnées sur data.gouv. Alors, donc, que je vous envoie aussi dans le chat. Et l'idée, c'est que vous avez accès à l'ensemble des documents, donc l'ensemble des slides là, un petit résumé écrit, un petit résumé sous forme de slide, mais aussi un accès aux données brutes qui nous ont permis de créer l'analyse que vous a présenté Valentin Labi juste maintenant. Donc voilà pour ce qui est de la présentation. Nous, on avait prévu 1 heure de présentation et puis après des questions-réponses. Mais comme j'ai répondu à pas mal de choses dans le chat, je ne sais pas s'il y a encore des questions. Je vous laisse le temps de prendre connaissance de ça et de me dire. Donc le lien Tally que j'ai mis, c'est... Je ne sais pas s'ils se sont mis d'ailleurs les liens. Non, ils ne se sont pas mis. Apparemment, si, ça vient d'arriver. Les liens, le lien de questionnaire et le lien sur DataGouv? Je vois un là. Moi, je les vois pas dans le chat. Il y a le test apparemment qui vient d'apparaître. Je pense que DataGouv va apparaître peut-être juste après. Ok. Bon, n'hésitez pas du coup à vous inscrire sur le lien du questionnaire Tally. Ça nous permet de récupérer vos adresses mail, non pas pour vous spammer, mais pour vous envoyer des tests utilisateurs sur les premiers cas d'usage des bouquets. Loïc, on a bien entendu votre remarque sur le cas d'usage. Je ne manquerai pas de vous contacter en direct pour en parler. Et si vous voulez avoir accès aux liens, aux différentes choses qu'a présenté Valentin, c'est le lien DataGouv. Et je pourrais vous le renvoyer aussi après si jamais il n'est pas passé dans le chat de LiveSize. Est-ce qu'il y a des participants qui peuvent me dire s'ils voient les liens DataGouv et Tally que j'ai envoyés parce que je ne les vois toujours pas apparaître et ça me pose question. Juste en me répondant à l'écrit.
Donc, pour répondre un peu plus en profondeur sur les questions, donc il y aura plusieurs profils donc a priori, hein, tout est voué à changer, mais il y aura plusieurs profils pour Ecosphere. Il y aura un profil de, on va dire, administrateur, créateur de bouquets. Donc, ça serait une personne qui aura tous les droits sur la création d'un bouquet depuis le départ. Il y aura un profil d'éditeur de bouquets, donc lui qui pourra éditer les bouquets sans pouvoir en créer depuis le départ. Et il y a un profil sans compte. Enfin, du coup, ce ne sera pas un profil, ce sera quelqu'un qui sera sans compte, donc qui sera juste utilisateur de la plateforme, qui pourra juste commenter sur les bouquets et pour proposer des modifications. Du coup, sur les moissonnages, comme on s'adosse à DataGouv, ben, il n'y aura pas de double moissonnage. Et donc, on lance les tests sur DataGouv là à partir de fin juin pour voir la compatibilité qu'on a avec eux. Ah oui, ok, il y avait un bug dans le chat. Ah oui, ok, je viens de voir toutes vos questions. Alors, comment sont créés et administrés les bouquets? Donc, c'est créé à la main par des administrateurs par des personnes qui sont administrateurs sur Ecosphere. Et du coup, c'est créé à la main, pas d'IA pour le moment, peut-être dans un futur, mais pas dans un futur si proche que ça. Le lien pour se tester Loïc, c'est le Tally du coup qui a dû apparaître. Et vous pourrez tester Ecosphere d'ici la fin du mois de juin sur des premiers cas d'usage, les premiers bouquets donc en lien avec les îlots de chaleur urbains et la pollution de l'eau et peut-être 2 autres, mais on ne pense pas avoir le temps de le faire pour juin. Et d'ailleurs, on présente nos avancées euh, avec la direction interministérielle du numérique le 29 juin, 20 avenue de Ségur, dans les services de la Première ministre. Donc d'ailleurs, vous pouvez toutes et tous venir, on pourra vous envoyer le lien des avancées pour participer à cet événement. Alors, Tu veux de l'aide pour les questions, Martin? ouais, en fait, j'ai eu un problème sur mon chat, du coup, je récupère toutes les questions avec beaucoup de retard. Bonjour, quels sont les critères qui permettent de retenir un jeu de données au sein du catalogue Ecosphere? Est-ce que le jeu de données doit être disponible sur l'ensemble du territoire pour pouvoir être ajouté au catalogue? Alors du coup, l'idée c'est que nous on va faire donc on aura les données enfin toutes les données liées par exemple je sais pas, sur la pollution de l'eau seront pas disponibles sur tout le territoire et on en est conscient, mais l'idée c'est que quand on crée un bouquet qui est voué à naître dans tous les territoires, c'est de montrer qu'il y a des données qui sont présentes et des données qui sont manquantes dans les bouquets et que du coup, le fait de présenter qu'il y a un manque de la donnée dans un bouquet, ça facilite son ouverture parce qu'on a un cas d'usage concret qu'on va pouvoir montrer à l'administrateur des données pour lui dire, bah voilà, j'ai besoin de cette donnée pour créer ce bouquet de données répondant à ce cas d'usage qui me permettra et du coup, la donnée aura plus facilement une possibilité d'ouverture. Est-ce que ce cas d'usage sera présent dans Ecosphere de Hermance?
Alors, quel cas d'usage? Si c'est celui sur le Sradet, non. La question, le début était avant. Comment? Sur la question, est-ce que ce cas d'usage, c'était Ah oui. bonjour, avec DocUrba, nous avons pour but de mettre à disposition des collectivités à 15h pile. J'élabore mon document d'urbanisme PLU. Ouais, je vois. Est-ce que ce cas d'usage est... Alors non, du coup, dans un premier temps, il n'y aura pas ce cas d'usage-là, il y en aura d'autres. Mais après, si vous êtes déjà bien avancé sur ces thématiques, alors je sais que Hermance, on a déjà discuté ensemble, bah, potentiellement, c'est des bouquets qu'on peut mettre en place rapidement si jamais la formalisation est prête par rapport à la fiche à la fiche que je vous ai présentée sur la proposition de valeur, les données nécessaires, etc. Parce que du coup, il faut les faire à la main. Visibilité des élus de Charamnac. Bah, c'est pas les élus qui vont venir télécharger les bouquets, ça c'est sûr, mais ça permettra de mieux communiquer peut-être avec les élus en leur fournissant plus rapidement bah, et sans avoir besoin forcément de passer par un bureau d'études qui sera payé, en leur fournissant ce qu'ils demandent par rapport à la politique publique qu'ils mènent. Alors oui, du coup, Loïc, si des données utiles dans un bouquet ne sont pas mentionnées, il sera possible de les signaler, même en tant qu'utilisateur sans compte. Je suis désolé, j'ai eu un bug avec le chat, du coup, je reprends le chat de tous les côtés. Est-ce qu'Ecosphère est réellement destiné à un public néophyte? Dans tous les cas, l'analyse et les valorisations des données requièrent un certain niveau de compétences techniques. Alors en effet, c'est pour ça qu'à un moment, Mathieu C, j'ai dit que c'était pas mal de travailler en binôme à l'utilisation d'Ecosphère. Un profil plutôt chef de projet métier, type chef de projet biodiversité, un profil plus orienté data, soit un sigiste si on veut faire de la carte, soit quelqu'un plus en data, ingénieur sciences ou en fonction des besoins. Mais on va aider, bon, il y aura quand même tout un processus autour il y aura une page pour expliquer comment utiliser le bouquet, etc. Mais c'est sûr qu'un néophyte seul ne pourra pas utiliser Ecosphère, sauf sur des bouquets ultra simples avec 2-3 jeux de données. Mais sur les bouquets avec 80 jeux de données, comme c'est le cas pour les îlots de chat urbain, un néophyte ne pourra pas utiliser. Donc oui, les bouquets peuvent avoir une vocation territoriale tout à fait, et c'est le but, et à différentes mailles territoriales, que ce soit au niveau région, département, métropole, PCI ou petite commune. Donc c'est pas au niveau national, mais il y aura aussi une possibilité au niveau national. Donc le catalogue des données, il va être enrichi via du moissonnage. Donc oui. Alors, par rapport à Julien Lardemer de Adria Lara, il y a également des plateformes qui se font moissonner par DataGouv sans retirer du moissonnage de leur catalogue les données qu'elles utilisent, mais sans en être productrices, elles entraînent du brouillard. Tapez Nief dans DataGouv. Alors là, je n'ai pas de réponse à ça, mais Julien, on a déjà discuté ensemble, on pourra aussi peut-être en discuter, voir. Peut-être que Vincent a quelque chose à répondre là-dessus. Je te copie-colle la question, Vincent. Alors, et Magali, donc aussi de l'Adréal, Ara. Donc au-delà des bouquets, donc pour l'instant, nous, on se focalise sur les bouquets, et après, l'idée, c'est de s'adosser sur les services que propose DataGouv, vu que l'idée, c'est de s'appuyer sur DataGouv. Alors, les réalisations, réutilisations
en lien avec la thématique du bouquet seront-elles référencées? Et ben, ça, je prends note. Donc, je vais pas dire oui, je vais pas dire non, mais c'est une bonne chose à faire en tout cas. Alors, je ne sais pas si Vincent, si tu peux répondre à la première question de Julien. Il y a également des plateformes qui se font moissonner par DataGouv sans retirer du moissonnage de leur catalogue les données qu'elles utilisent, mais sans être productrices. Ce que je t'ai mis dans le chat. Bah, merci Antonin de répondre. De répondre. Je sais pas si tu as vu la question, Martin, au-delà des bouquets, est-ce que des services sont prévus par Ecosphère? De Magali? Ouais, c'est ce que j'ai dit, Actively, c'est-à-dire que ouais, donc ouais. c'est ce que j'ai dit, c'est que comme Ah, pardon. on va utiliser l'API DataGouv, l'idée c'est aussi de bénéficier des services que proposeront DataGouv. Donc dans un premier temps, on aura vraiment cette partie bouquet que nous on travaille et après, enfin, on va dire masteriser cette partie-là et puis une fois que ça sera bien établi, on travaillera sur les services annexes. Mais du coup, on aura a priori accès aux autres services. Bah voilà, je crois que j'ai fait le tour. Bon, si je peux vous donner un conseil, LiveSive, c'est pas le plus facile pour gérer des webinaires. Il faut jongler entre Vraiment pas, 4 ouais. fenêtres différentes. Alors les fonctions d'édition des bouquets sont un peu celles de la fonction playlist de data.gouv. Donc là, Antonin, je pourrais te laisser répondre parce que je ne connais pas parfaitement cette fonctionnalité de playlist qui, il me semble, a été abandonnée par data.gouv. Et du coup, je ne l'ai jamais vu en activité. Bon, bah, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose de mettre fin à ce webinaire. J'espère que vous avez bien pris les liens du coup, qui ont dû arriver une quinzaine de fois. Et, et du coup, pour ceux qui sont inscrits sur le Tally, que je vais quand même remettre une 16e fois, bah, normalement, on a vos mails, même si j'ai déjà la plupart de vos mails. J'espère ne pas vous spammer. En tout cas, n'hésitez pas à me dire retirez-moi de la liste de diffusion. Je le ferai sans souci. Et bah, je vous souhaite un bon début de semaine et on prend contact, on reste en contact pour ceux qui se sont inscrits. Très bonne journée à toutes et tous. Bonne journée, merci.